Imaginez un instant l'humanité qui brise ses chaînes terrestres, quoi, qui ne se contente plus d'une seule planète, mais essaime, littéralement parmi les étoiles. Oui, c'est une image forte. Et non, ce n'est pas le pitch d'un blockbuster, hein. C'est un projet en cours, ici et maintenant, d'une ambition bah, qui défile en tombant. Tout à fait. On parle de bâtir une civilisation sur Mars, d'assurer notre survie cosmique, mais aussi, et ça c'est crucial je crois, de réinjecter une dose massive d'épopée dans notre avenir. Exactement. Aujourd'hui, on plonge au cœur brûlant de cette vision. On va disséquer les motivations profondes, parfois existentielles, les technologies si avancées qu'elles semblent presque magiques. Oui, presque. Âme sensible, préparez-vous, et les étapes absolument critiques pour faire de ce rêve insensé une réalité palpable. Attachez vos ceintures cognitives, ça va secouer fort. Absolument. Le concept fondamental, la pierre angulaire de tout ceci, c'est de transformer Homo sapiens en une espèce multiplanétaire. Multiplanétaire, voilà. Nous allons explorer pourquoi cette métamorphose est considérée non pas comme un luxe, mais comme une nécessité impérieuse. Ah oui, une nécessité. Oui, ce n'est pas juste une police d'assurance existentielle pour la conscience, c'est aussi présenté comme un moteur d'inspiration vitale, un défi capable de nous transcender. D'accord. Alors, prenez une grande inspiration, on part explorer ce chantier titanesque, cette quête qui pourrait bien redéfinir notre place dans le grand récit cosmique. C'est parti. Commençons par la question qui brûle les lèvres, mais pourquoi? Pourquoi, diable, déployer une énergie et des ressources aussi colossales pour quitter notre berceau terrestre? Hmm. La réponse tient en deux mots, aussi puissants que complémentaires: survie et inspiration. D'abord, l'instinct de survie, mais à l'échelle de l'espèce. La logique est, disons, implacable. Implacable, oui. Concentrer l'intégralité de la vie complexe et de la conscience humaine sur une seule petite bille bleue nous rend extraordinairement fragiles. C'est vrai. Devenir multiplanétaire, c'est diversifier le risque, c'est notre assurance collective contre l'anéantissement. Un plan B en quelque sorte. Voilà, qu'il s'agisse d'un astéroïde tueur de civilisation, d'une pandémie incontrôlable, d'une catastrophe climatique ou nucléaire auto-infligée, Ce qui n'est pas impossible. malheureusement non, ou même, à très très long terme, de l'expansion fatale de notre propre Soleil. C'est la stratégie défensive ultime pour la pérennité de la conscience. D'accord. On nous positionne comme les archanges de la biosphère terrestre, les seuls capables, pour l'instant, d'exporter la vie ailleurs avant son extinction potentielle ici. Les gardiens de la vie, en somme. Mais attention, ce n'est pas qu'un scénario catastrophe. Si c'était juste la peur, ça ne suffirait peut-être pas, non? Non, vous avez raison. Il y a l'autre face de la pièce, peut-être encore plus galvanisante. Ah, laquelle? Le désir brûlant d'aventure, l'appel du grand large cosmique, le besoin d'un projet qui nous dépasse. Oui, quelque chose de plus grand que nous. La condition humaine ne peut pas se réduire à une gestion de crise perpétuelle, à colmater les brèches les unes après les autres. Il faut des horizons qui donnent envie de se lever le matin, des rêves assez grands pour nous porter. Pour nous inspirer. Précisément. Un futur où l'humanité devient une civilisation spatiale active parmi les planètes et les lunes est dépeint comme exponentiellement plus excitant, plus riche de promesses qu'un avenir où nous restons confinés à la Terre, si belle soit-elle. C'est une belle vision. Et ça résonne aussi avec la brièveté presque absurde de notre civilisation à l'échelle cosmique. Quelques millénaires d'histoire écrite face aux éons de l'univers. Nous sommes une étincelle fugace. C'est vrai quand on y pense. L'exploration spatiale, c'est ouvrir la porte sur l'incommensurable. Et qui sait, peut-être découvrir un jour les échos d'autres étincelles de conscience. D'accord. Bon, pour concrétiser une telle vision, il faut des outils à la mesure de cette démesure. Et c'est là qu'entre en scène la Star Factory. Ah oui, Starbase. Cette base de lancement et de production sortie du néant à une vitesse stupéfiante, sur ce qui était hier encore un simple marécage isolé. La rapidité de construction, ça défie l'imagination. La transformation du site est radicale, presque violente. D'un terrain vague avec quelques tentes, on est passé à ce qui est décrit comme l'usine de fusée la plus avancée au monde. La plus avancée, oui. Oui, intégrant des techniques de production dignes d'une civilisation extraterrestre, c'est le terme parfois utilisé. Carrément. Et le projet le plus fou est à venir, un bâtiment d'assemblage aux proportions bibliques surnommé le cube Borg. Le cube Borg, comme dans Star Trek. Exactement. Destiné à engloutir et assembler ces titans d'acier. Ce sera l'un des plus grands volumes clos jamais construits par l'humanité. Incroyable.
Et le plus sidérant, c'est l'accessibilité apparemment. On peut s'approcher de ces monstres de métal étincelant, les contempler sur leurs pas de tir. Oui, hors période de lancement, bien sûr. C'est fou. Des témoignages parlent de familles en pique-nique qui voient passer une fusée Starship de plusieurs dizaines de mètres de haut sur une remorque, sur la route publique. Oui, cette image est souvent revenue. Ce contraste entre le familier et le monumental, entre le quotidien et l'extraordinaire, c'est absolument saisissant. C'est sûr. Venons-en à la vedette, la machine au cœur de ce projet fou, Starship. Allez. Et le mot est faible. C'est énorme, vertigineux. L'échelle est difficile à saisir. Impossible de vraiment saisir l'échelle sans référence humaine. Une personne à côté est une fourmi, un détail insignifiant. Tout à fait. Et cette machine n'est pas en prototype unique et précieux, non. Elle est pensée dès le départ pour une production de masse. Exactement. C'est crucial. L'objectif annoncé, Uhum. en sortir des milliers par an. Une cadence digne de l'industrie automobile appliquée à des vaisseaux interplanétaires. C'est ça qui est révolutionnaire. C'est dingue. Sa conception tranche radicalement avec l'histoire de l'aérospatiale. Elle est construite principalement en acier inoxydable, un alliage spécifique qui lui donne cette robe argentée et brillante. De l'acier, pas de l'alu ou du carbone comme d'habitude. Non, de l'acier. Pourquoi ce choix audacieux? Pour sa résistance phénoménale aux températures extrêmes. Ah, la rentrée atmosphérique? Exactement. Celle de la rentrée est celle générée par les moteurs, là où l'aluminium ou les composites de carbone traditionnels seraient en grande difficulté ou nécessiteraient des protections complexes et lourdes. D'accord, l'acier encaisse mieux. Voilà. Bonus, sans pain codé, pas besoin de peinture, un véritable casse-tête logistique et thermique sur une structure aussi immense. Et cette partie noire qu'on voit, Ça, ce sont les tuiles du bouclier thermique, une peau vitale pour survivre à la fournaise du retour sur Terre. ok. Et pour arracher ce colosse à la gravité terrestre, les moteurs Raptor, c'est ça? Oui, une symphonie de moteurs Raptor, décrits par certains comme des sabres laser jaillissant de la base de la fusée. Des sabres laser. La puissance concentrée est telle et qu'il est explicitement déconseillé de se trouver à proximité lors de la mise à feu. On imagine. Le résultat serait une vaporisation instantanée, une désintégration en moins d'une seconde. C'est terrifiant et fascinant. Oui, on comprend mieux. Mais au-delà de la taille et de la puissance brute, le véritable changement de paradigme, le super pouvoir de Starship, c'est sa conception pour une réutilisabilité intégrale et rapide. Intégrale et rapide. C'est ça le point clé. C'est là que se situe la révolution copernicienne de l'accès à l'espace. Pas seulement récupérer une partie de la fusée, mais récupérer tout, le premier étage massif, le booster Super Heavy, Le gros truc en dessous. oui, et le second étage, le vaisseau Starship lui-même, et les remettre en état de vol en un temps record. D'accord. Et c'est là que le plan devient proprement hallucinant, presque arrogant dans son audace. Comment récupérer ces deux étages gigantesques rapidement? Ah, la fameuse capture, Il veut les attraper en plein retour du ciel avec les énormes bras mécaniques de la tour de lancement elle-même. c'est ça. Imaginez des baguettes chinoises géantes, les chopsticks, c'est le terme utilisé, Oui, mais quasi là aussi parfois. qui saisissent délicatement une fusée de plusieurs milliers de tonnes au moment précis où elle freine sa descente. Pas d'atterrissage sur des pattes déployables loin de la base, non. Une capture directe sur la tour pour un reconditionnement et un nouveau lancement à une vitesse éclair. C'est l'idée. Attraper une fusée géante en plein vol, ça semble relever de la pure science-fiction. Est-ce que c'est vraiment considéré comme faisable par les ingénieurs ou c'est encore au stade du concept très audacieux? C'est présenté comme un objectif d'ingénierie concret, bien que d'une complexité extrême évidemment. On imagine. Employée est celle d'un avion de ligne, arrivée à la porte, débarquement, plein, embarquement, départ. D'accord. La capture par la tour est vue comme la méthode la plus rapide pour enchaîner les vols, clé de voûte de l'économie du système. C'est cette cadence qui doit rendre le transport de millions de tonnes vers Mars logistiquement envisageable. Ok, je vois la logique. Mais restons lucides. Le chemin encore long et semé d'embûches technologiques monumentales. Ah ça oui. Cette réutilisabilité rapide et intégrale se heurte à des murs d'ingénierie. Et le plus haut de ces murs, le défi suprême, c'est de maîtriser le bouclier thermique orbital réutilisable. Exactement. Mais attendons, la navette spatiale américaine avait déjà un bouclier thermique. Qu'est-ce qui rend celui-ci si différent, si incroyablement difficile à réaliser de manière réutilisable? Excellente question. La différence fondamentale réside dans la cadence et la maintenance. Le bouclier de la navette, composé de milliers de tuiles fragiles en céramique, Oui, je me souviens des problèmes. revenait systématiquement endommagé après chaque rentrée atmosphérique.
Il fallait des mois d'inspection méticuleuse, de réparation et de remplacement de tuiles entre chaque vol. Un cauchemar logistique et financier. Exactement. Un processus extrêmement coûteux et lent. L'ambition pour Starship est radicalement différente. Le bouclier doit pouvoir encaisser la rentrée et être prêt pour un nouveau vol quasi immédiatement, avec une inspection minimale. Quasi immédiatement. Personne n'a jamais réussi ça. C'est pourquoi chaque vol d'essai est une mine d'or de données pour comprendre comment les tuiles, un nouveau type, plus robuste apparemment, résistent, où sont les points chauds, comment les jeux entre elles évoluent. Donc chaque vol est un test grandeur nature pour le bouclier. Essentiellement, oui. On a vu des vols d'essais suborbitaux spectaculaires, réussir des retours et des atterrissages contrôlés, prouvant la viabilité du concept de manœuvre. Oui, les belly flops. Mais Executive ces vols perdaient souvent un nombre significatif de tuiles. Le défi majeur maintenant est de réussir une rentrée depuis l'orbite beaucoup plus rapide et chaude et l'atterrissage sans dommages critiques au bouclier et de façon répétée. C'est tout l'enjeu. Chaque vol est une leçon grandeur nature pour affiner le design, renforcer les zones critiques, ajuster les fixations. Un apprentissage à la dure, quoi. C'est exactement ça. Et il est important de noter que la capture par la tour ne fonctionnera pas sur Mars ou la Lune au début. Ah oui, bonne précision. Pour les premiers atterrissages sur d'autres mondes, dépourvus de cette infrastructure, Starship devrait compter sur des trains d'atterrissage déployables. Comme ceux qu'on a vus dans les tests WAP. Similaires à ceux qui ont été testés avec succès lors des vols d'essais suborbitaux qui se concluaient par un posé en douceur, oui. D'accord. Revenons à la finalité de toute cette prouesse technologique. Mars. Pas pour une simple mission d'exploration, mais pour l'objectif ahurissant d'y établir une base puis une ville capable de devenir autosuffisante. Ce terme « autosuffisante » est absolument clé et conditionne toute l'architecture du projet. Qu'est-ce que ça veut dire exactement autosuffisante dans ce contexte? Ça ne signifie pas juste avoir assez de vivres pour quelques années. Cela signifie que la colonie martienne doit pouvoir survivre et se développer indéfiniment, même si les liaisons avec la Terre étaient coupées. Coupé? Genre, catastrophe sur Terre? Par une guerre, un effondrement civilisationnel, une catastrophe naturelle majeure sur Terre, oui, c'est l'idée d'assurance ultime. D'accord, c'est radical. Pour cela, il ne suffit pas d'envoyer des modules de vie et des rations. Il faut implanter une base industrielle complète sur Mars. Une industrie sur Mars, Oui. capable d'extraire les ressources locales, de fabriquer ses propres outils, de réparer ses machines, de produire son carburant, méthane et oxygène, à partir de la glace d'eau et du CO2 martien, et même de construire de nouvelles usines. Une mini-terre industrielle, en fait. En quelque sorte, oui. Créer une industrie lourde à des dizaines de millions de kilomètres. Ça demande une quantité de fret à acheminer qui donne le vertige. Absolument. L'estimation qui circule, au bas mot, 1 million de tonnes de matériel à transporter de la Terre vers Mars pour amorcer cette autosuffisance. C'est l'ordre de grandeur souvent cité, oui. Peut-être moins, peut-être bien plus, mais c'est colossal. 1 million de tonnes. Et c'est précisément pourquoi Starship doit être gigantesque, doit être entièrement réutilisable et doit être produit en série. Exactement. Sans cette équation, taille fois réutilisabilité fois cadence, le projet martien reste un doux rêve logistiquement et économiquement irréalisable. L'équation du succès, en somme. Pour déplacer ce million de tonnes vers la planète rouge, une autre brique technologique fondamentale, un autre ingrédient secret est indispensable. Ah, il y en a encore? Oui, maîtriser le ravitaillement en ergols en orbite terrestre basse. Les ergols, c'est le carburant, méthane liquide, et le comburant, oxygène liquide, utilisé par les moteurs Raptor. Le carburant de la fusée, quoi. Voilà, ce ravitaillement orbital, c'est l'équivalent spatial du ravitaillement en vol des avions, mais infiniment plus complexe. Comment ça marcherait concrètement? Le scénario est le suivant. Un Starship cargo décolle chargé à ras-bord de matériel pour Mars. Il atteint l'orbite terrestre, mais ce faisant, il a brûlé presque tout son carburant. Ses réservoirs sont quasi vides. Logique. Alors, un ou plusieurs autres Starships, configurés en tankers spatiaux, décollent à leur tour, le rejoignent en orbite, s'amarrent à lui. Comme à l'ISS. L'amarrage, oui, mais ensuite il lui transfère des centaines de tonnes d'ergols cryogéniques, c'est-à-dire maintenus à des températures extrêmement basses. Faire le plein dans l'espace. Exactement. Une fois le plein fait, le Starship Cargo peut enfin mettre le cap sur Mars, disposant de suffisamment de jus pour le voyage de plusieurs mois, les corrections de trajectoire et la descente finale sur la surface martienne. D'accord, je vois. Ça ouvre la porte à des missions lourdes
Mais c'est une opération d'une complexité folle qui n'a jamais été réalisée à cette échelle avec des ergols cryogéniques. L'amarrage automatique en orbite est une technique maîtrisée, on le disait, Oui, avec la station spatiale. mais le transfert sécurisé et efficace de centaines de tonnes de liquide ultra-froid en apesanteur, de manière répétée et fiable, représente un défi technologique majeur et totalement nouveau. Encore un Everest technologique. C'est l'autre pilier, avec la réutilisabilité intégrale, absolument essentielle pour ouvrir la route de Mars à une échelle significative. D'accord. Et projetons-nous encore plus loin. Si cette technologie Starship atteint sa pleine maturité, elle pourrait déclencher une révolution inattendue sur Terre. Ah, les vols point à point? Oui, certains imaginent des voyages ultra rapides point à point sur notre propre planète en utilisant Starship. L'idée repose sur une physique simple. Pour les très longues distances, rien ne bat la vitesse d'une fusée. Plus rapide qu'un avion, même supersonique. Beaucoup plus. En utilisant Starship pour un vol balistique passant brièvement par l'espace, on pourrait théoriquement relier deux points quelconques du globe en moins d'une heure. Moins d'une heure. Voire moins de 40 minutes pour la plupart des trajets intercontinentaux. On parle de Los Angeles à Sydney en moins de 30 minutes. Los Angeles-Sydney en moins de 30 minutes. Un Paris-New York en 10 minutes? C'est à peine le temps de boire un café. C'est l'ordre de grandeur, oui. Voler à Mach 25. 25 fois la vitesse du son. Traverser les continents en un éclair. La vue sur la courbure terrestre depuis l'apogée doit être à couper le souffle. Sans doute. Ça paraît complètement délirant aujourd'hui. Un luxe extravagant, mais c'est une des applications potentielles évoquées si la réutilisabilité et la cadence deviennent réalité. Oui, si le coût par vol chute drastiquement grâce à la réutilisabilité. Rendre notre planète incroyablement petite, physiquement, fascinant. C'est une perspective vertigineuse. Voilà donc un aperçu de cette entreprise prométhéenne qu'est Starship. Une usine née du sable en un clin d'œil, un titan d'acier inoxydable aux allures de vaisseau de cinéma. C'est vrai qu'il a un look particulier. Méga moteur, surpuissant comparé à des armes de fiction, cette idée folle de jouer au bilboquet avec des fusées géantes, Les chopsticks? et derrière ce gigantisme technologique, un double objectif qui touche à notre essence. Assurer la survie de la conscience au-delà de la Terre et rallumer la flamme de l'exploration et de l'inspiration humaine. C'est bien résumé. Et cette folle idée d'attraper les fusées avec des baguettes. Ce n'est pas juste un gadget spectaculaire, c'est la clé qui pourrait déverrouiller la cadence infernale nécessaire pour envoyer ce million de tonnes vers Mars. Et peut-être un jour, envisager ces vols terrestres en 30 minutes. Les obstacles technologiques restent, insistons là-dessus, absolument considérables. Le bouclier thermique réutilisable et le transfert d'ergols cryogéniques en orbite sont deux Everest à conquérir. 2 points critiques. Le succès n'est nullement garanti. Il faudra encore de nombreux essais, accepter des échecs spectaculaires qui seront autant de leçons douloureuses mais nécessaires. L'échec fait partie du processus dans ce domaine. Toujours. Mais la direction est claire, l'ambition assumée. Dynamiter les limites perçues du possible et potentiellement infléchir le cours de notre destin collectif. Et tout cela nous laisse avec une question abyssale, presque métaphysique. Si nous réussissons ce pari fou, si nous devenons véritablement une espèce à cheval sur 2 mondes, comment cela changera-t-il notre regard sur nous-mêmes, sur notre fragilité, notre solitude peut-être, dans l'immensité cosmique? Et comment cela affectera-t-il notre relation à notre planète d'origine, ce précieux et unique berceau? C'est une excellente question et personne n'a la réponse aujourd'hui. Une pensée à emporter peut-être. Sommes-nous à l'aube d'une expansion biologique et culturelle sans précédent, la vie quittant son nid pour la première fois à grande échelle? Une nouvelle ère. Ou cette quête vertigineuse, malgré son panache, se heurtera-t-elle aux murs infranchissables de la physique, de l'économie, ou simplement aux urgences bien réelles de notre monde ici-bas? Le rêve face à la réalité. L'histoire et les prochains vols d'essai commenceront à écrire la réponse. On suivra ça de très près. Merci pour cet éclairage fascinant. Merci à vous.